Cible des réseaux sociaux, des médias, de leurs dirigeants et parfois même de leurs propres joueurs, victimes de leur aveuglement ou de leur mauvais choix, les entraîneurs de football sont au cœur de ce jeu qui fait tant parler. Les membres de leur famille en ont parfois souffert, parfois même beaucoup, et pourtant tous aiment passionnément ce métier, pour les bonnes raisons et les moins bonnes, pour les émotions, la fièvre et le partage, pour l'orgueil, l'argent ou la gloire. Pour découvrir les coulisses de cette profession, l'équipe Enquête est allée à la rencontre des plus illustres entraîneurs français, mais aussi de certains moins connus. De Gérard Rouillet, de retour à Anfield, à Liverpool pour ce tournage, à Bruno Luzzi, le coach de Chambly en Ligue 2 qui a accueilli nos caméras durant une semaine, en passant par Laurent Blanc, Rudy Garcia, Paul Le Guen et bien d'autres, tous ont accepté de témoigner de leurs expériences. Audrey Fernandez, la femme de Louis, et Estelle Denis, la compagne de Raymond Domenech, vous raconteront également les conséquences de la vie professionnelle des hommes de leur vie sur leur famille. Entraîneur, intime, confession, c'est un documentaire de Julien Rosa et moi-même sur un montage de Charlène Ravin et Guillaume L'Enfant que Didier Deschamps a accepté de visionner en avant-première. Nous retrouverons le sélectionneur de l'équipe de France juste après la diffusion de ce reportage pour parler avec lui de ce métier qu'il connaît si bien. Il y a un plaisir de peut-être un peu de pouvoir, peut-être un peu d'exposition aussi. Je crois qu'on a tous ce manque de terrain. Pour essayer de combler ce manque-là, on se dit qu'est-ce qui me rapproche le plus du terrain? Entraîneur. Pour être coach, il faut savoir être acteur. Si vous êtes enthousiaste, ils vont être enthousiastes. Si vous faites la gueule, ils vont faire la gueule. Si vous êtes fatigué, ils vont être fatigués. Si vous n'y croyez pas, ils vont pas y croire. Tu danses, t'es heureux. Quand t'es sur le bord du terrain, tu participes. Je suis un mauvais perdant, putain, je déteste la défaite, moi. Je la repousse, je la hais. Si je pouvais rentrer dans le terrain, savater quelqu'un, là, ou mettre un but, je le ferais, bordel de merde. Vous êtes sur le terrain. Ouais, voilà. Dans les bons moments, c'est extraordinaire. Et dans les moments difficiles, c'est pas humain. Si on descend, je vais être marqué au fer rouge, je vais être celui qui a fait descendre le PSG. C'est très angoissant. Ah oui, c'est vrai. L'odeur du sang vous intéresse. Je suis le mauvais exemple. On ne peut pas fonctionner au haut niveau maintenant en allant en guerre contre les médias. C'est injouable. Moi, ce qui m'excite, en fait, c'est d'être en quelque sorte confronté à l'image que j'avais en tant que consultant et l'image que j'aurai en tant qu'entraîneur. Et alors, ça te fait avancer le jugement, non? Moi, on ne fait que me critiquer en règle générale, donc si je le vivais mal, je serais déjà mort. C'est les deux stars. Il y en a un qui joue, c'est Fernandez, un qui joue pas, c'est Ronaldinho. Tous les matins, c'est dur, tu souffres, oui, tu souffres. Le logo, il est là, poteau. Ça bouge pas. Quand un joueur manque de respect à un entraîneur, je pense que c'est fini. Il a dit Laurent Blanc, il fait souvent la folle ou pas? C'est une fiotte. Quand il y a une mauvaise période, ceux qui vont morfler le plus, c'est la famille. Lui, il me voyait souffrir, il voyait ma fille souffrir. Mon fils, parfois, mes parents, ils me disent arrête ce métier de fou. Mais en fait, moi, j'ai pas envie d'arrêter. Et alors, est-ce que ça vaut le coup? Oui. Ça me manquera toute ma vie. Le reste de ma vie, oui, bien sûr. Comme ça. Allons-y. C'est quoi le plus dur à ton avis dans ce métier d'entraîneur? Le plus dur, c'est de faire supporter à sa famille les conséquences des résultats, en fait. Et ça, c'est le plus dur. Entraîneur, un métier qui éveille les passions et suscite les convoitises. Un métier extraordinaire, mais un métier qui use les hommes et parfois leurs proches. Si vous n'avez pas une femme costaud, solide à côté de vous, oui, moi je dirais que de toute façon le football fait des veuves du football. Le métier d'entraîneur fait des veuves de football parce que
On n'est jamais à la maison, quoi. J'étais surpris dernièrement, après un match, de l'avoir pleuré dans la voiture. C'était ici, à Caen. Parce qu'il a mal pour moi, en fait. Voilà, il faut croire que ça la touche. Moi, personnellement, je l'ai accepté. Je vous dis pas que j'en ai pas souffert, j'en sais rien. Ça fait 40 ans que je vis avec Louis. C'est dur avec Louis. C'est dur, c'est que le football, je l'ai en dehors et à l'intérieur de la maison. Je le vis trop, le football. Tu rentres chez toi, des fois, tu n'es pas concerné par ce qui se dit à la maison. Et ta famille, elle te parle, mais toi, dans ta tête, tu es avec ton équipe, avec ton schéma. Et de temps en temps, tu dis, ah bon, qu'est-ce que tu me dis? Voilà. Mon père n'est plus venu au stade depuis que je suis entraîneur. Il n'a jamais mis les pieds au stade, si une fois, je crois. Mon fils, non. Mon fils, il venait parce que ma fille aussi, ma maman aussi, parce qu'ils avaient envie d'être avec moi et de montrer qu'ils étaient là aussi pour moi, même si je pense que par moments, ça a été difficile. Mais voilà. Ah, j'ai failli arrêter. J'ai failli arrêter après l'Euro 2008, mon fils aîné, qui était quelqu'un qui m'a montré des images. Et heureusement, il le connaissait, il ne les a pas diffusées. C'est mon fils qui était en larmes et qui se battait avec un des supporters, là, ceux qui sont habillés avec les grands chapeaux. Et quand j'ai vu ça, vraiment, j'ai eu des larmes. Mais Raymond Domenech va étirer son mandat à la tête de l'équipe de France 2 années supplémentaires, jusqu'à la Coupe du Monde en Afrique du Sud et ce fameux 20 juin 2010. Devant toutes les télévisions du monde, la vitrine du football français vit la pire crise de son histoire. Les joueurs prennent le pouvoir, un coup d'état sportif. Comble de la situation, c'est Raymond Domenech qui va lire le communiqué écrit par les joueurs. L'ensemble des joueurs a décidé de ne pas participer à la séance d'entraînement programmée aujourd'hui. Deux jours plus tard, les Bleus sont éliminés dès le premier tour de la Coupe du Monde. Et à l'échec sportif s'ajoute la déroute morale. En France, les médias n'épargnent pas le sélectionneur. Raymond Domenech, une dernière fois, les yeux dans les bleus. Un au revoir glacial des joueurs qui s'en sont allés sans se retourner sur le sélectionneur de l'équipe de France, qui aura laissé une trace désastreuse dans l'histoire du football français. Raymond Domenech reçoit des coups qu'il n'est pas seul à encaisser. Un jour, tu m'as dit, en parlant de ta famille, je leur ai demandé pardon. Après, ouais. De ne pas avoir pris conscience de l'ampleur de cette agressivité, de cette haine que j'avais réussi à susciter. Et les dégâts que ça a pu faire sur eux. Ta priorité, toi, c'était de préserver la famille, tes enfants, c'était quoi? Comment tu faisais? C'était mes enfants, uniquement mes enfants, parce que ma fille savait lire, donc elle voyait les unes des journaux, donc voilà, c'était la préserver de ça, essayer d'écouter, il y a certaines émissions de radio qui étaient un peu difficiles à entendre, donc que moi j'écoutais habituellement, mais là j'ai évité de les écouter à la maison, parce qu'une fois ma fille me dit pourquoi on dit ça sur papa, donc ça j'avais pas fait attention, donc ça c'est très dur, quoi. Ça c'est très dur, et puis je me renseignais quand même savoir si à l'école elle n'était pas embêtée, etc., mais elle en garde un super mauvais souvenir. Super mauvais souvenir. Et le pire souvenir, c'est après 2010 où, en fait, moi, je pensais que personne ne savait où on habitait. Et en fait, quand je rentre à la maison, il y a des dizaines de journalistes qui sont attablés au restaurant d'en face et qui savent où on habite, quoi. Et ça, c'est super dur, quoi. Et elle les voit, en fait. Parfois, je trouve que ça a été très loin. Et que oui, bien sûr que Raymond, il a provoqué ça parce qu'il a fait de la provoque. Et que, bien sûr, au départ, il est responsable. Mais il y a eu des, je vous jure, il y a eu des papiers qui étaient très, très durs. Le retour d'Afrique du Sud est particulièrement mouvementé. Pour échapper aux journalistes, Raymond Domenech prend la route au petit matin avec toute sa famille. Direction l'Auvergne, chez l'actuel président de la JOCR. On part chez Francis Graille, pour le coup, chez lui, et se mettre au vert quelques jours. Et on part très tôt le matin. Puis c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a une voiture qui nous suit. Et là, en fait, je pense que Raymond, il vrille. C'est le trop-plein. Parce que jusque-là, il est comme ça, il dit rien. Et là tout d'un coup, ça... c'est... Ouais, hein, il a pris des risques en voiture. Mais je crois qu'il était complètement
C'était trop dur, quoi. Voilà. Je me souviens de ce qu'on a vécu, la cavalcade avec les paparazzi, le mec de Paris Match là, qui nous avait suivis en voiture. On avait fait bullet, j'étais parti dans tous les sens avec eux dans la voiture. C'était inconsidéré, c'est des risques qu'on prend pour... Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Et toi, à côté? En fait, j'ai même plus... Je pense que je pleure parce que je suis triste. Et parce que ouais, ce que vous dites, mais faut que ça s'arrête, quoi. À un moment, il dit, ça va aller, vous êtes gentil, hein. Allez, au revoir, débrouillez-vous, trouvez-en un autre. Elle n'y arrive pas. Je pense qu'il n'y a aucun entraîneur qui arrive à avoir cette conscience parce que ce métier-là, c'est notre essence de vie. J'ai attendu pendant de nombreuses semaines le jour où il n'y aurait pas son nom dans le journal. Et un jour, il n'y a pas eu son nom. Et je me suis dit, ça y est, on en est sorti. Mais ça a été long, hein. C'est ce que j'ai vécu moi avec Raymond Sélectionneur, mais c'est ce qui peut arriver à n'importe quelle compagne, même d'un petit club, avec le journal, voilà, le journal local, etc., quoi. En fait, c'est chacun à son échelle. Mais c'est hyper violent. Mais après, c'est le poste qui veut ça, en fait. Voilà, c'est comme ça. Cette violence peut parfois prendre la tournure d'une descente aux enfers. Nicolas Cloarec l'a vécu il y a 2 ans. Concarneau, l'équipe de nationale qu'il entraîne avec succès depuis bientôt une décennie, dispute un match de Coupe de France en Guyane. Ce jour-là, la fatigue physique et morale accumulée depuis des mois va le submerger. En rentrant, j'ai souhaité voir le médecin du club. Il a très vite compris que j'étais à bout. Voilà, il a décidé de me mettre une première semaine d'arrêt, puis à l'issue de celle-là, j'ai été prolongé. Et du coup, c'est dans ce deuxième arrêt que j'ai vu mes dirigeants en disant qu'il était souhaitable, et pour moi et pour le club, qu'on arrête notre collaboration à ce stade. Voilà. Le médecin il vous a dit de quelle pathologie vous souffriez? Aujourd'hui, on peut mettre des mots sur tout. C'est vrai que le burn-out est à la mode. Moi, j'en pouvais plus. Donc, il aurait pu mettre ce qu'il voulait. J'en pouvais plus. En 10 ans, Nicolas Cloarec a permis à Concarneau de se hisser jusqu'en national, mais aussi de signer quelques prouesses remarquées en Coupe de France. Sans directeur sportif ni structure professionnelle autour de lui, il se retrouve sur tous les fronts, partout, tout le temps. J'ai un fils qui a failli se noyer dans une piscine parce que j'étais au téléphone, enfermé sur un balcon au 2e étage d'une résidence de vacances pendant que madame c'était son moment à elle. Mais mes enfants m'ont enfermé sur le balcon et j'ai vu mon fils sauter dans une piscine sans les brassards alors qu'il ne savait pas nager. Heureusement que son frère est à côté de lui. Est-ce que, à ton avis, c'est un métier qui peut être dangereux pour la santé? Si on s'oublie, oui. Si on ne se connaît pas, oui. On peut se mettre en danger. Moi, je pense que je me suis mis en difficulté, peut-être pas en danger. Aujourd'hui, voilà, en mon fort intérieur, je garde ma petite bulle de confiance et je me dis que quand je vais retourner devant un vestiaire, toutes ces expériences un petit peu négatives me serviront certainement à me grandir tout simplement dans mon parcours d'entraîneur, mais aussi en tant qu'homme. Est-ce que ça te parle, le côté angoisse dans ce métier? Oui. Évidemment que ça me parle. Oui, c'est parfois angoissant, mais il n'y a pas que ça quand même. Il y a aussi 1000 plaisirs, il y a des bonheurs, il y a surtout des émotions incomparables. Pour moi, le métier d'entraîneur, c'est d'abord, avant tout, avant d'évoquer le stress, les ennuis, les responsabilités, etc., c'est la passion. Quand on gagne un derby 5-0 à Saint-Étienne, ce sont des moments assez indescriptibles. C'est comme le gars qui marque des buts, et ils le disent souvent, on est dans un état second à ce moment-là, qui procure une joie et des émotions qui sont difficiles de retrouver dans la vie, entre guillemets, de tout le monde, de tous les jours. C'est ce qu'on cherche. Ils ne sont pas nombreux, ces moments-là, mais franchement, quand on les a, et j'ai eu la chance d'en avoir quand même dans ma carrière, ça vaut tous les sacrifices du monde. Si pour un entraîneur, le bonheur se mesure à ses succès, alors c'est au début de sa carrière que Paul Le Guen aura vécu ses plus belles émotions.
Après 3 années d'apprentissage à Rennes, il remporte 3 titres de champion de France d'affilée avec l'Olympique lyonnais. On l'imagine dans les plus grands clubs et pourquoi pas sélectionneur des Bleus un jour. Mais la suite se révèle moins idyllique. En janvier 2007, il signe au Paris Saint-Germain. La saison suivante vire au cauchemar. Le 19 avril 2008, à 5 journées de la fin du championnat, le PSG se retrouve en position de relégable et s'apprête à toucher le fond. On sent qu'on est en vrai danger, qu'on perd à Caen, à 4 journées de la fin. On fait un match épouvantable et on sait qu'on est en danger. Le match bascule en seconde période. Paris s'incline 3-0 dans un climat de plus en plus pesant. Un supporter parisien pénètre sur le terrain pour insulter Michael Landreau. Jamais Paris n'a semblé aussi proche d'une descente en deuxième division. On sait que si on descend, on va être marqué au fer rouge, je vais être marqué au fer rouge et je vais être celui qui a fait descendre le PSG. Et là c'est très, on parlait d'angoisse, c'est très angoissant. Mais il ne faut pas trop montrer, il faut donner le change et il faut se battre. Je me sens un peu au fond du trou, mais j'espère que ça ira mieux lundi. Ça ira mieux lundi, ça ira mieux mardi. Et puis, moi, en tout cas, je me sens le devoir de garder la tête haute. Mais la tension entre le club et ses supporters monte encore d'un cran dans la nuit. Triste découverte pour la balade sportive du dimanche matin. Les murs du stade d'entraînement du PSG sont maculés d'insultes et de tags. Pire, les joueurs sont directement menacés. Si on descend en Ligue 2, on vous descend. 2 jours plus tard, c'est sous la protection d'une compagnie de CRS que les joueurs du PSG retournent à l'entraînement. La crise se prolonge avec la démission du président du club, Alain Kézak. Certains demandent à Paul Le Guen d'en faire autant. Je crois que vous ne comprenez pas qui je suis et comment je fonctionne. Comment vous pouvez imaginer qu'à 4 journées de la fin, alors qu'on a une chance de nous en sortir, alors que l'espoir demeure, que je vais quitter ma place. Mais voyons. Non, pas question. Je reste, je me bats avec mes joueurs pour défendre les champs jusqu'au bout. Il y a le moment présent, il y a ce match que l'on vit mal, et puis il y a la réflexion par rapport à l'avenir du club, à l'avenir, son propre avenir, parce que on se dit que ça va être terminé, ça va être douloureux pour le club et que ça va peut-être terminer pour soi aussi, et qu'il va falloir penser à faire autre chose. C'est finalement à la 80e minute du dernier match de la saison que le club parisien va sauver sa place en Ligue 1 à Sochaux grâce à ce but d'Amara Diané. Ce soir-là, c'était du soulagement. Alors, je mesurais à quel point nous avions évité un traumatisme pour des supporters, pour tout un club. Paul Le Guen a évité de peu un échec cinglant qui l'aurait poursuivi toute sa vie. Tous les entraîneurs n'ont pas eu cette chance. J'en viens maintenant à ce coup de tonnerre qui s'est abattu sur le ciel du Parc des Princes hier soir aux alentours de 10h30. Un but assassin, un but presque irréel, mais aussi un but magnifique. Kostadinov, hier soir, à 10 secondes de la fin de la rencontre, a balayé l'ultime espoir des tricolores et de leurs dirigeants. Le coup de sifflet final a un bruit de coup près. L'ambiance, elle, a des allures de déroute. Vision surréaliste de joueurs effondrés, hagards,
qui soudain mesure l'impensable et le grotesque de la situation. On ne réalise pas encore ce qui nous arrive, quoi. C'est un vrai cauchemar. L'inimaginable s'est produit. Les Bleus n'iront pas à la Coupe du Monde aux États-Unis. Le lendemain du match, Gérard Houllier doit expliquer la déroute à une centaine de journalistes au siège de la Fédération française à Paris. Le sélectionneur accable David Ginola, coupable à ses yeux d'avoir critiqué Jean-Pierre Papin et Éric Cantona dans l'équipe 2 jours avant la rencontre. Le fait qu'un joueur ait craqué, à mon avis, a constitué sûrement une goutte d'acide importante, parce que là, David Ginola a commis un crime contre l'équipe. Je répète, un crime contre l'équipe. Le terme était mal choisi de ma part, et c'est une erreur, et de toute façon, vraiment, je l'ai dit souvent 1000 fois, j'aurais pas dû dire ça, c'est tout. Voilà. Un moment de vie, rien. On peut vous en parler pendant 20 ans, 30 ans. Bah, c'est sûr, quand je vais mourir, c'est ce que je dis. On va voir en bande-annonce Gérard Houllier qui a eu un problème avec Ginola. On va même montrer des images de France-Bulgarie pendant qu'on y est. Comment on le vit, ça, à titre personnel? Ah ça, maintenant, franchement, je m'en fous. Vraiment, oui, là, je m'en fous. Je vous dis, j'ai passé vraiment depuis longtemps le cap, mais même le lendemain ou sur le lendemain. La réaction des gens, vous savez, une semaine ou 15 jours après, j'étais à faire une amicale des éducateurs où je devais animer une séance et puis faire une causerie pour les éducateurs du coin. Ils étaient formidables, les gens étaient formidables. Mais dans les gens, dans la rue, tout, partout, quoi. Ce n'était pas là ou là, mais presque, dans le palais omnisport de Berck hier soir. Près de 1000 gamins, joueurs de foot, dirigeants d'équipes amateurs, présidents de district et de ligue, étaient venus acclamer Gérard Houllier, un accueil triomphal pour le perdant de France-Bulgarie. Quelque part, quand on échoue, on a toujours l'impression d'être un petit peu trop responsable ou plus responsable que les autres. Enfin, c'est en tout cas le sentiment qu'on a. Donc, ça m'a... Parce que quand on perd comme ça, on a peur de sortir presque. Hein. On dit, oh là, ils vont me regarder ça, de travers, ils vont penser que c'est moi le responsable. Non, pas du tout, c'était plutôt bien, quoi. Si le public se révèle parfois indulgent, il peut également afficher une hostilité de principe. Rudy Garcia en a fait l'expérience à l'automne 2019 en rejoignant le banc de l'Olympique lyonnais, 4 mois seulement après avoir quitté celui de Marseille. Moi, j'avais pas pensé que ça pouvait être aussi compliqué, quoi, tout simplement. Mais j'ai été naïf, je crois, faut croire. Dès sa nomination, les supporters lyonnais se braquent. Ils reprochent à Rudy Garcia d'avoir critiqué leur club quand il dirigeait l'OM. Les représentants des groupes de supporters boycottent sa présentation. Pour sa première au Groupama Stadium, face à Dijon, le nouvel entraîneur de l'OL est déjà sous pression. En entrant sur la pelouse, il découvre un message de défiance. Garcia, notre patience sera égale au respect que tu as montré au club. Nul. J'ai découvert en arrivant que ça plaisait pas à Marseille que je vienne à Lyon et ça plaisait pas à Lyon que je vienne de Marseille. Ça devient compliqué, quoi. La rencontre ne va pas détendre l'atmosphère. Malgré de nombreuses occasions, les Lyonnais concèdent le match nul 0-0, leur 8e rencontre sans victoire d'affilée. Alors qu'est-ce qui t'est reproché? T'as été respectueux? Non. Qu'est-ce qui t'est reproché? C'est d'avoir défendu tes couleurs. Et franchement, tant que c'est ça qui m'est reproché, c'est pas bien grave, quoi. Voilà, j'espère que ça va passer, parce qu'ils vont... Ici, effectivement, ils s'aperçoivent que maintenant, je défends bec et ongle mes nouvelles couleurs, et puis que j'ai envie de les faire gagner, ces couleurs. Bruno Genesio a aussi fait l'expérience des sifflets du Groupama Stadium. Dès son intronisation au poste d'entraîneur de l'OL en décembre 2015, les supporters affichent leur scepticisme. On reproche à l'ancien adjoint son manque d'expérience et son absence de charisme.
Au moindre faux pas, une partie du public réclame son départ. Durant 3 ans et demi, il va diriger son équipe dans ce climat de défiance populaire. Alors je vais peut-être vous surprendre, ça m'excitait. Ça m'excitait et ça me donnait de la force. Bruno Genesio tient bon, son président aussi. Et en avril 2019, malgré la pression des supporters, Jean-Michel Aulas décide de prolonger son contrat. L'information paraît dans le journal L'Équipe. Quelques jours plus tard, l'OL reçoit Rennes en demi-finale de Coupe de France. Aucun autre résultat que la victoire ne semble avoir été envisagé. Très vite, le match échappe aux Lyonnais. Rennes l'emporte 3-2. Un affront sportif considérable. La prolongation de Bruno Genesio apparaît désormais impensable. Quelques minutes plus tard, mine dévastée, Jean-Michel Aulas accompagne son entraîneur en conférence de presse. Malheureusement, on n'ira pas à Paris en Coupe de France. Donc le deal que nous avions conclu, et je remercie Bruno d'avoir joué le jeu depuis le début, dans la discrétion, parce que c'est le plus malheureux, parce qu'il a, comme moi, l'institution dans la peau, il a des performances qui sont des performances, des bonnes performances, mais il est respectueux aussi, on en a parlé tout à l'heure, des engagements qu'on s'était donnés. Donc il n'y aura pas de reconduction jusqu'à la fin de saison, on prendra une décision en fin de saison. Je suis dans une sorte de machine à laver. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et je me dis, putain, mais vivement que j'en sorte et que j'aille prendre une douche et puis rentrer chez moi et attendre que le jour se lève. Voilà. Et en fait, on retrouve l'énergie parce qu'on n'a pas le choix quelque part. On doit y aller. Je pense qu'on retrouve l'énergie parce qu'on aime ce qu'on fait. Si on n'a pas la passion, on ne tient pas dans ce métier. C'est la passion qui fait que, putain, la passion, l'envie de surpasser, de se remettre en question, voilà, et de se dire, mais les moments extraordinaires qu'on a vécus, on va en vivre de nouveau. Et on retourne au combat. Repartir au combat et devenir entraîneur, c'est le rêve de nombreux footballeurs après leur carrière. C'est le cas d'Habib Beye. On va à Clairefontaine, dans l'antre du football français, on va dire. Donc c'est toujours plaisant. J'avais eu l'occasion d'y aller quand j'étais jeune pour les détections à Clairefontaine. Et puis là, j'y suis en tant que stagiaire en formation. Donc on est dans l'apprentissage en fait. Depuis 2 ans, en parallèle à son métier de consultant sur Canal+, l'ancien international sénégalais suit le cursus de formation des entraîneurs, encadré par la Fédération française de football. Son obsession, diriger un jour une équipe professionnelle. Ouais, c'est une obsession aujourd'hui, ouais, complètement. Complètement parce qu'il y a une certaine frustration dans le métier que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire que je suis amené à analyser, décrypter, donner mon avis, mais en quelque sorte, c'est jamais testé. Quand je prends une position tactique, en quelque sorte, la prise de risque, elle est nulle, elle est zéro. Et ce que je veux aujourd'hui voir, c'est si justement mes idées, ma conception du football actuellement peut aujourd'hui être mise en pratique avec une équipe. T'es impatient de plonger? Oui, je suis impatient parce que tu as envie d'être confronté à ça, à l'enjeu, à tout ce qui est cette pression. En plus, moi, je me suis nourri de cette pression en fait dans ma carrière de footballeur. J'adorais ça en fait. J'adorais l'hostilité, j'adorais ces moments où tu es un petit peu dos au mur. Et le métier d'entraîneur, c'est que ça. J'ai eu un jour une discussion avec un grand monsieur avant d'être un grand entraîneur, mais il est un grand entraîneur aujourd'hui. C'est Arsène Wenger qui m'a dit « Ça se voit que tu as ça en toi, on peut presque voir que tu es fait pour ça, mais je vois aussi de l'impatience en toi. » Et il me dit « L'impatience, c'est peut-être ce qui peut arriver de pire à un entraîneur. » Si tu as réussi la carrière que tu as réalisée, c'est aussi parce que tu avais un ego fort. Est-ce que cet ego-là peut être un frein en tant qu'entraîneur? Je vais même aller plus loin. J'ai un ego surdimensionné. Et je pense que même en tant qu'entraîneur, cet ego, à un moment donné, me fera me casser la gueule. Mais tu apprends en fait de toutes ces situations-là. Et je pense pas que ça soit en fait quelque chose de mauvais. Tu sais pourquoi? Parce que je pense que mon ego n'est pas malsain. J'ai un jour rencontré Didier Deschamps lors d'un match du Variété. Et je lui dis, ouais, c'est intéressant de venir dans ce métier d'entraîneur et d'avoir des certitudes. Il me dit, oh Habib,
des certitudes. En tant qu'entraîneur, il n'y en a pas. Tu peux avoir des convictions, mais pas des certitudes. Je continue de penser qu'il faut avoir certaines certitudes. Mais, encore une fois, je prends ce conseil. Tu te sens prêt? Non, aujourd'hui, je ne le suis pas. Je suis en formation, je suis dans l'apprentissage de ce métier-là. Demain, tu veux dire le parcours idéal. Je te dis qu'un jour, être entraîneur à l'Olympique de Marseille fait partie des rêves d'un joueur comme moi parce que c'était mon club de cœur, j'y ai joué, j'y ai été capitaine. Entraîner ma sélection fait partie aussi des choses que tu peux envisager un jour et qui font partie un peu de ces rêves qui pour l'instant sont très très loin. Certains vont t'attendre avec un fusil. Ouais. Est-ce que tu en as conscience? Est-ce que ça te fait peur? Ça m'excite même. Ce qui m'excite en fait, c'est d'être en quelque sorte confronté à ça, à l'image que j'avais en tant que consultant et l'image que j'aurai en tant qu'entraîneur. Et j'ai aucun problème avec ça, mais vraiment aucun problème. Et je vais même te dire, je vais aller plus loin. J'en parle des fois avec Pierre Ménès. Je rêve de commencer mon métier d'entraîneur avec Pierre Ménès sur un plateau. Il jugera, et alors? Ça te fait avancer le jugement, non? Aujourd'hui, c'est lui qui émet des avis, parfois des critiques. Demain, il devra savoir les désamorcer, mais surtout apprendre à vivre avec. Ça fait jamais plaisir de se faire tailler en pièces dans les médias, parce que quelquefois on reçoit comme une injustice, quoi. Ce n'est pas simple, on ne le vit jamais bien. Ceux qui prétendent l'indifférence, je ne les crois pas. Je me dis tous les jours, fais l'effort de réflexion et accorde à tout ça l'importance que ça a. Ça permet quand même de vivre les choses très très correctement. Les médias, il y a quand même une chose, c'est que c'est quand même un trait d'union entre vous et les fans ou les supporters, quoi. J'ai fait la connerie, comme tout le monde, à un moment ou à un autre, de ne pas parler à un journaliste, c'est une connerie. C'est une guerre qui est complètement déséquilibrée. Parce que qu'est-ce qu'il y a le crayon pour écrire le nom du vainqueur? C'est pas l'entraîneur, hein. J'aurais eu les résultats, j'aurais été champion du monde, on serait allé au moins en demi-finale de l'Euro, on aurait passé la Coupe du Monde, je serais arrivé. J'aurais dit exactement les mêmes choses. Vous auriez dit, c'est génial, bravo. Mais l'équipe de France battue en finale ne fut pas sacrée championne du monde en juillet 2006 et sera éliminée dès le premier tour de l'Euro 2 ans plus tard. Minute, le défenseur de la Roma détourne le ballon dans ses propres buts. En septembre 2008, après un nouvel échec en Autriche en qualification à la Coupe du Monde, la tension entre les médias et Raymond Domenech atteint son paroxysme. Dans l'actualité ce soir, la colère froide de Raymond Domenech après les critiques. Heureusement que la guillotine n'existe plus, lance le sélectionneur aux journalistes. Demain, l'équipe de France affronte la Serbie et n'a pas droit à la défaite. Peut-être la dernière représentation de Raymond Domenech. Le sélectionneur des Bleus va jouer son poste demain contre la Serbie. Face à une opinion publique hostile et une presse de plus en plus critique, Domenech a choisi sa défense, l'ironie du désespoir. Bonjour à tous, à toutes. Il y a du monde aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai, l'odeur du sang vous intéresse. C'est bien, je suis bien parti là. Hein. Enfin, je suis content d'une seule chose. Là, je peux vous dire, je suis vraiment heureux d'un truc. C'est que les lois d'exception et la guillotine n'existent plus. Parce que sinon, j'en vois quelques-uns ici qui seraient fait un malin plaisir de m'envoyer sur l'échafaud. Mais bon, j'ai tué personne. Peut-être que j'aurais été mieux servi si j'avais tué quelqu'un. C'est génial ce mec. T'es dans quel état moi, il m'aurait fait rire. J'ai rien préparé. Je suis arrivé dans la pièce. Il y avait le caméraman de l'équipe de France qui était là et qui me dit « Là, je sais pas ce qu'ils attendent. Hein. » Et au moment où je suis rentré, je sais pas comment le cerveau fonctionne. J'ai réellement senti l'odeur du sang. Les gens, ils s'imaginent que c'était juste une figure. C'est pas une figure, c'était une réalité. J'ai senti l'odeur du sang. Moi, ce jour-là, je le comprends. C'était après, je me souviens, une campagne de presse particulièrement difficile. Et moi, je me souviens, j'ai ouvert un journal. Dans ce journal, il y avait d'un côté un papier sur Raymond et de l'autre côté un papier sur le cannibale de Rouen, qui était dans une cellule en prison et qui avait mangé le cœur de son co-détenu en le faisant frire dans une petite poêle. Et ben, quand on lisait les deux papiers, je vous assure, on se disait, le cannibale de Rouen est quand même vachement plus sympa que Raymond Domenech. Donc, voilà, il y a des choses comme ça. En fait, à un moment, ça a quand même été dur, quoi. Lui, il me voyait souffrir. Il voyait ma fille souffrir.
il voyait ses frères souffrir, ses autres enfants souffrir. Et je pense qu'à un moment, il a pris conscience que c'était dur pour nous, quoi. Mais il s'est pas dit c'est dur pour eux à cause de ma com. Il s'est dit c'est dur pour eux à cause des journalistes. Donc bon. Si j'avais été suffisamment hypocrite, j'aurais fait la langue de bois permanente. Je sais pas faire. J'ai beau me le dire des fois, et dès que je suis et j'y suis, je me dis mais pourquoi je dirais pas ce que j'ai envie de dire? La langue de bois, c'est quand même ce que les journalistes veulent. Mais oui, vous vous plaignez de la langue de bois, mais dès qu'il y a un truc et quelqu'un qui vous dit quelque chose, vous le massacrez. Vous n'êtes pas cohérent. Je pense qu'il n'a pas mesuré l'importance, je veux dire, des médias et de l'importance que ça pouvait avoir en fait sur le public. Donc je pense que sa communication, pour moi, elle était mauvaise, mais je lui ai dit 100 fois, mais enfin, c'est pas comme s'il m'écoutait. Surtout, en fait, moi, ce qui m'agaçait, c'est que je sais comment il est, et je sais qu'il est capable d'être très bon en communication. Mais lui, ça, il s'en fichait. Moi, ça avait une importance pour moi, mais parce qu'aussi, égoïstement, j'aurais aimé qu'il soit souriant et que tout le monde dise « Ah, qu'est-ce qu'il est cool !» Parce que c'est quand même plus sympa à lire que « Qu'est-ce qu'il est con, celui-là !» quoi. Voilà, ça m'aurait facilité la vie. Mais je crois qu'il n'en avait rien à faire de me faciliter la vie. Lui, ce qu'il voulait, c'était réussir avec son équipe et préserver son groupe. Celui qui a une bonne com, même les mauvais résultats lui permettent de passer. Ou des fois même de renforcer son pouvoir par rapport aux joueurs et de les stimuler, de les bouger encore un peu plus. Je le dis pour les autres, je leur dis faites attention, regardez, je suis le mauvais exemple. On ne peut pas fonctionner au haut niveau maintenant en allant en guerre contre les médias. C'est injouable. Le 6 juillet 2010, Laurent Blanc prend officiellement la tête de l'équipe de France dans un climat oppressant. 2 semaines après la grève de Naïsna, il faut repartir sur de nouvelles bases. Une assistance comme la vôtre, c'est assez impressionnant d'abord. C'est pas un exercice très habituel pour moi, mais apparemment, il va falloir que je m'y fasse. Depuis un certain temps, j'ai l'impression que j'ai pris une fonction où toutes les personnes me disent bon courage. J'ai l'impression d'aller un petit peu me suicider ou aller à la guillotine. C'est comme ça. J'espère que ce climat va s'améliorer. Ça a mis du temps. Et j'espère qu'avec les résultats, ce climat va changer. Ouais, c'était complexe. Mais je m'en sors pas trop mal, je trouve. Je m'en sors pas trop mal. Mais c'est la vérité, tout le monde te croisait dans la rue. Bon courage, monsieur Blanc, bon courage. Est-ce que tu crois que le rapport aux médias, à l'environnement médiatique est devenu aujourd'hui capital pour un entraîneur? Oui, ça fait partie du métier. Ça fait partie du métier, c'est très important. Toi, tu t'es trouvé bon dans ce domaine, en général? Dans le domaine des médias, rapport aux médias, hein. Ça veut dire quoi, être bon? Jouer mon rôle avec les médias, parce que je suis entraîneur, oui, mais je ne veux pas surjouer, quoi. Je ne veux pas surjouer pour avoir une bonne image, pour avoir une image... non. Quand j'en vois que je connais très bien, même très très bien, je me dis sincèrement, bon, tant mieux pour eux, hein, tant mieux. Mais j'aurais du mal à faire ça. Je le dis clairement, je ne pardonnerai pas à certaines personnes de certains médias. Mais c'est 2 ou 3 personnes. Voilà, donc je généralise pas. Mars 2018, la pression médiatique qui pèse sur Bruno Genesio est considérable, son avenir incertain. Tout juste éliminé en 8e de finale de la Ligue Europa, Lyon se déplace au Vélodrome avec 5 points de retard sur l'OM dans la course à la Ligue des Champions. C'était le match qui suivait le match du CSKA Moscou, le fameux match. Si on perdait à Marseille, on était à 8,2, c'était fini pour la Champions League. Le match est tendu, spectaculaire. La fin de soirée étouffante. Je ne sais pas si vous imaginez, match à Marseille, on est à 2-2. À ce moment-là, on est à 5,2. Il reste, je crois, 7 matchs ou 8 matchs. Dans ma tête, putain, je me dis, si ça reste comme ça, c'est pas mort, mais ça va être difficile. Et à la dernière minute, on marque le but qui nous ramène à 3 points ou à 2 points, je ne sais plus exactement. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça peut procurer comme émotion individuelle, collective. C'est un truc de fou.
Alors qu'une bagarre générale éclate après le coup de sifflet final, Bruno Genesio, au centre des critiques depuis plusieurs jours, a déjà quitté le terrain. Au moment de se présenter face à la presse, il brûle encore de l'intérieur. J'ai tellement, je ne vais pas dire la haine parce que c'est trop fort, mais j'ai tellement de joie mêlée à de la revanche, à un peu tout, qu'en conférence de presse, je dis à un journaliste qui me pose je ne sais plus quelle question. Dans la vie, il n'y a qu'une chose qui est inéluctable, c'est la mort. Putain, mais Bruno, mais complètement barjot de dire des trucs pareils. Voilà. Donc je pense qu'on a tous la faculté de changer les choses. Et seuls ceux qui ne connaissent pas le foot peuvent tirer des conclusions après chaque match, dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Ça vous fait rire ? Ça, c'est des choses parfois, pas tout le temps, heureusement, mais je peux vous dire qu'après certains matchs, avec toute la pression qu'on a, il y a des moments où on peut perdre de la lucidité et dire des conneries. Par moments, ça rend fou. Ouais, ça rend fou. Ça rend fou, ça rend parano. Ma mère, même des fois encore, elle me dit hey, oh, redescends un peu. Hein, voilà. Et ça fait du bien de temps en temps. Retour à Clairefontaine. Attentif les garçons, attentif, allez! On retrouve Habib Bey et les autres apprentis entraîneurs. Allez les garçons! C'est trop facile, c'est trop facile! Parmi eux, des visages connus. Excellent! Excellent mon grand! Bernard Mendy, Laurent Robert, Miroslav Plazil ou encore Alou Diarra. Pour détourner ou contourner un bloc comme ça, il faut de la vitesse dans les transmissions, il faut des déplacements. Voilà, il faut du dynamisme. Ok ? En place. À tour de rôle, chacun anime une séance d'entraînement sous le regard des formateurs de la fédération. Là, on est à la limite de la dérive de ce que peut engendrer la dimension mentale. C'est-à-dire un excès d'enthousiasme qui fait que l'enjeu prend le pas sur le travail. Cette semaine de stage à Clairefontaine est un peu particulière. Par-delà l'aspect technique du métier d'entraîneur, c'est la dimension psychologique et la gestion des émotions qui sont travaillées. Très souvent, si vous vous connectez à votre propre expérience, vous allez vous rendre compte que les entraîneurs qui vous ont le plus marqué dans votre carrière, ce sont les entraîneurs qui vous ont donné et généré le plus d'émotions. Et on apprend quand on a des émotions. On retient quand on a des émotions. Donc la problématique émotionnelle, elle est au cœur de la performance. Sauf que quand on est entraîneur et qu'on veut impacter un groupe, il faut déjà bien se connaître soi. Il faut être capable de pouvoir soi-même jouer avec ses émotions et maîtriser ses émotions. Ça vous parle ou pas ? Depuis quelques années, la Fédération française de football insiste sur cette dimension psychologique du métier. Objectif, préparer les futures générations à mieux vivre une fonction toujours plus exposée et stressante. Le secret pour y parvenir, prendre soin de soi. Quand tu es entraîneur, par définition, tu t'oublies. Parce que c'est l'autre qui est plus important, c'est le système que tu animes qui est le plus important. L'idée, c'est de les amener à être plus en connexion avec eux-mêmes. Quand tu es entraîneur, tu dois être connecté à toi-même. J'avais posé la question à Allegri, j'avais dit, mais comment vous gérez votre stress, qu'est-ce que vous faites pour vous, et ainsi de suite. Il dit, moi je prends mes baskets, je prends mon chien, et je vais me balader dans la forêt. Et il m'avait dit quelque chose d'important, j'avais trouvé ça génial, il avait dit, c'est pour me reconnecter à mes intuitions. Au vu de sa causerie sur les joueurs lyonnais, sur les supporters lyonnais, sur le président lyonnais, j'aimerais pas qu'il parle de nous comme ça. Si ça arrive a posteriori, passez-moi l'expression, mais le joueur il a pas de couilles quoi. Laurent Blanc il fait souvent la faute ou pas? C'est une fiotte. Un joueur qui manque de respect à son entraîneur, à ses compagnons, le mec il doit plus faire partie du club. C'est pas possible. L'entraîneur il n'est là que pour entraîner. Il n'est pas là pour s'occuper aussi de la vie privée des joueurs. Je lui ai reproché son histoire avec Ronaldinho. Je lui ai dit, va le revendre, Père, il te demande de le faire jouer, fais-le jouer, quoi. Vas-y, va le revendre, qu'est-ce que tu t'en fous, toi? Je suis dans la clope. Ah ouais, non, c'est stressant. En yoga, on ne force pas. Vous faites tout tranquille, dans la fluidité, c'est un moment pour vous. Donc vous allez le prendre comme il vient. À chaque inspiration, je m'élève. À chaque expiration, je m'enfonce un peu plus dans le sol.
Très bien. Allez, relâchez-vous. Là, on vous présente une technique, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que vous preniez conscience qu'il faut faire quelque chose pour vous. Vous ayez votre espace personnel dans lequel vous vous occupez de vous. Et quand on est coach et qu'on est à haute pression, qu'on est soumis tous les jours à haute pression, quand on n'est pas bien avec soi, on paye. Et on paye vite. Les entraîneurs de demain sont prévenus. Dans ce métier, ils devront prendre des décisions à chaque instant, sélectionner, écarter et inévitablement traverser des zones de turbulence avec leurs joueurs. La gestion humaine, elle est difficile de partout. Mais là, c'est 25 professionnels, 25 parfois internationaux, ils sont tous bons. Mais ça ne change pas, hein, ça change pas. Il n'y en a que 11 qui sont choisis pour débuter. Donc forcément, les autres qui ne sont pas choisis, ils ne vont pas être contents, certains vont te créer des problèmes. À partir du moment où ils sont davantage que 11 dans votre vestiaire, alors il faut dire que vous faites forcément un métier impopulaire. Je vais vous faire une confidence. Quand je suis devenu entraîneur de l'équipe première de Noémine, et un joueur, qui était un ami, m'a dit « Bon, maintenant, il faut que tu saches que tu fais un métier de salope. » Et j'ai pas compris. Et puis, ma première composition d'équipe, j'ai dû choisir au poste d'arrière droit entre quelqu'un qui avait fait toute la préparation, tous les entraînements, qui avait même fait des efforts pendant l'intersaison pour être en forme, et quelqu'un qui était revenu 10-15 jours avant, mais il était en congé, il travaillait chez Renault, il était en congé, il rentrait. Et mon instinct m'a fait choisir celui qui était revenu au dernier moment, parce que je me suis dit, c'est le premier match, il ne va pas se poser de questions, etc. Bon. Donc, vous voyez l'injustice quand même. Et on gagne le match 1-0. Et ce jour-là, j'ai compris pourquoi on faisait un métier, disons, un peu particulier, parce que c'est pas la méritocratie, le foot, quoi. On a du pouvoir, on sélectionne, on choisit. Et je trouve que ce pouvoir-là fait partie des plaisirs du métier. Alors, il faut avoir conscience que ça a de l'impact sur les carrières des joueurs, que ça peut avoir des incidences sur leur carrière, même parfois sur leur vie. Mais c'est pas une raison pour ne pas reconnaître ce plaisir. Le pouvoir de l'entraîneur a un coût, car on ne laisse pas partout, à tout le monde, un bon souvenir. On est des hommes, donc on préfère que les gens disent du bien de nous que pas du bien. Mais après, il faut aussi voir dans quel contexte c'est fait ou par qui c'est fait, quoi, voilà. Rudy Garcia l'a expérimenté l'année passée. Alors qu'il vient de prendre les commandes de Lyon, il doit affronter son ancien club, l'Olympique de Marseille. À 2 jours du match, Dimitri Payet se lâche. Ça fait bizarre de le voir dans le camp d'en face, surtout après, voilà, il y a quelques mois, on recevait Lyon et au vu de sa causerie sur les joueurs lyonnais, sur les supporters lyonnais, sur le président lyonnais, ça fait bizarre qu'il postule 3 mois après pour ce club-là, mais bon, après, il a bien fait vu qu'il y est, donc, mais c'est vrai que bon, j'aimerais pas qu'il parle de nous comme ça. Si ça arrive a posteriori, passez-moi l'expression, mais le joueur il n'a pas de couilles, quoi. Parce qu'il faut venir dire les choses en face quand c'est le moment de le dire. Donc moi, quand parfois il y a eu des difficultés avec mes équipes, avec les résultats, il y a des joueurs qui ont été grands parce que s'ils n'étaient pas d'accord, on a échangé. Celui qui dit rien, c'est que c'est un sournois et que c'est pas un mec franc du collier, quoi. Donc on a le droit aussi de se tromper sur les gens, évidemment. Je pense que la chose la plus importante, c'est le respect. C'est le respect. Quand un joueur manque de respect, et je l'ai vécu, quand un joueur manque de respect à un entraîneur, je pense que c'est fini. Il a dit Laurent Blanc, il se la tête ou quoi? Il lui prend les couilles, mon frère. Il prend tout, cousin. Dans la nuit du 13 au 14 février 2016, le défenseur du PSG, Serge Aurier, dérape lors d'une discussion en direct avec des fans sur Internet. Il a dit Laurent Blanc, il fait souvent la folle ou pas? C'est une fiotte. L'improbable vidéo fait le tour du monde. Le club parisien doit le sanctionner. L'ancien Toulousain est envoyé en équipe réserve pour 1 mois. Mais pour son premier match dans le championnat amateur, surprise, le président Nasser Al-Khelaifi s'installe en tribune.
Laurent Blanc, qui vient pourtant de prolonger son contrat avec le club parisien, comprend instantanément qu'il n'a plus d'avenir à Paris. C'est fini. C'est fini. C'était fini. C'est aussi simple que ça. Un joueur qui manque de respect à son entraîneur, à ses compagnons, le mec, il ne doit plus faire partie du club. C'est pas possible. Ça a été un épisode qui m'a servi. Mais je savais que c'était mort. Je savais que c'était mort. Laurent Blanc ne voulait plus de Serge Aurier dans son effectif. Mais le club en a décidé autrement, notamment pour des raisons économiques. Quelques semaines plus tard, l'ancien sélectionneur titularise l'Ivoirien pour le quart de finale de la Ligue des Champions face à Manchester City. Il se murmure que ce choix lui a été imposé par sa direction. 4 ans plus tard, il dément fermement la rumeur. J'ai fait passer l'intérêt de l'équipe avant mon intérêt personnel. Si je fais passer mon intérêt personnel, tu sais la décision que je prends. Même si elle n'est pas partagée par le club. Mais là, j'aurais pris une décision personnelle. Je me serais fait plaisir, c'est pas le mot, mais j'aurais dit, bon ben voilà, je réfléchis que par rapport à moi. Que par rapport à moi. J'avais pas le droit de faire ça. Si l'équipe nécessitait que Serge Aurier soit dans l'équipe, je le mettais. Il fallait que je le mette. C'était mon devoir de le mettre. Et je l'ai fait. Sans réussite, Manchester City élimine le PSG. Paris remporte tous les titres nationaux, mais l'échec européen pèse lourd dans la balance. 1 mois après la fin de la saison, Laurent Blanc est licencié. 15 ans plus tôt, Luis Fernandez a lui aussi vu sa position d'entraîneur fragilisée à cause de sa relation avec un joueur. Et pourtant, l'histoire aurait pu être bien différente. Est-ce que je peux te montrer un petit truc? Ça se passe ici, évidemment. On te voit là? Je dansais bien, j'avais un beau pas de danse. Ce jour-là, l'alchimie entre Ronaldinho, le Parc des Princes et Luis Fernandez semble relever de la magie. Pour sa 2e saison à Paris, le champion du monde brésilien offre un moment de génie au football français. Le PSG bat l'OM 3-0 et prend la tête du championnat. Mais l'enchantement sera de courte durée. L'entraîneur ne souhaite qu'une seule chose, c'est que Ronny soit dans les meilleures dispositions, meilleures conditions pour qu'il puisse te faire gagner des matchs. Il n'y a que lui qui peut te faire gagner des matchs. Et la 2e saison, il choisit ses matchs. Après la victoire face à l'OM, Paris s'effondre. L'équipe enchaîne les défaites et Ronaldinho les prestations en dents de scie. Pour Luis Fernandez, le Brésilien n'est plus un titulaire indiscutable. Parfois remplaçant, parfois remplacé, le champion du monde laisse éclater sa colère lors d'un déplacement à Nantes. Le cas Ronaldinho empoisonne la vie de Luis Fernandez. On refait le match. Obligé de s'expliquer jusque sur le plateau de l'émission de divertissement de Thierry Ardisson, tout le monde en parle. C'est une discussion mondiale. J'ai vu au zapping des jeunes Irakiens qui discutaient entre eux du rôle de Ronaldinho au PSG. Vous avez eu la chance de le voir jouer alors, parce qu'il ne le fait pas souvent jouer. Hein. C'est vrai, ils étaient temps. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Pourquoi il ne fait pas plus jouer Ronaldinho? Le problème, c'est qu'il y a 2 stars à Paris Saint-Germain. Il y a Fernandez et Ronaldinho. Alors, c'est les 2 stars. Il y en a un qui joue, c'est Fernandez, un qui joue pas, c'est Ronaldinho. Tous les matins, c'est dur, tu souffres, oui, tu souffres, c'est pas facile, c'est dur. Parce que les gens pensent que Luis ne veut pas faire jouer Ronaldinho. Non, non. Moi, toutes les équipes que j'ai eues, je mettais les meilleurs sur le terrain. Et alors pourquoi du coup tu l'as mis sur le banc vis-à-vis des autres? Je ne l'ai pas mis vis-à-vis des autres, c'est qu'il a commis des erreurs. Il a fait des erreurs. Quand on fait des erreurs, tu te dois d'être juste. Luis Fernandez reproche au Brésilien son manque de sérieux, ses retards, son goût de la fête, des filles, y compris lors des mises au vert de l'équipe. Face à l'exubérance de son joueur, l'entraîneur parisien apparaît démuni et choisit le rapport de force. Une erreur qui lui vaudra critiques et moqueries.
L'entraîneur, il n'est là que pour entraîner. Il n'est pas là pour s'occuper aussi de la vie privée des joueurs, d'aller les chercher, d'aller les voir, où sont-ils, que font-ils, sont sortis. Non, moi je le savais tous les jours, ce qui se passait à l'extérieur. Parce que l'entraîneur, il est prévenu. On te prévient, on te dit voilà ce qui se passe. Qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé de subir la situation. Tu peux rien faire. Et c'est là où c'est dur. C'est là où tu te sens seul. C'est là où tu n'as pas l'appui. L'appui, c'est quoi? D'une institution, d'un club qui puisse aussi t'aider. Mais l'institution a choisi. Laurent Perpère, le président du Paris Saint-Germain, défend Ronaldinho dans la presse. Esselé, Luis Fernandez s'entête. À la maison, il en discute avec sa femme, Audrey. Un personnage qui dit ne rien comprendre au football, mais qui a vite cerné les dangers auxquels s'expose son mari. Et alors, est-ce que vous lui reprochez des choses? Oui. D'être trop excessif, D'être trop honnête. Vous pensiez qu'il se mettait en danger à l'époque? Il s'est mis en danger. Moi, j'aurais pas été honnête du tout. Il arrivait à vous écouter ou c'était compliqué? Non. Très peu. Je pense qu'il a réalisé toujours trop tard qu'il aurait fallu m'écouter. Je lui ai reproché son histoire avec Ronaldinho. Moi, quand il m'a dit il est pas bon, il commence à dévier, je lui ai dit écoute, fais-le jouer, que c'en a à foutre. Puis il me dit tu te rends pas compte, il est pas bon, il fait des conneries. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre? Je lui ai dit il va le revendre, Perpère, il te demande de le faire jouer, fais-le jouer, quoi. Vas-y, il va le revendre, qu'est-ce que tu t'en fous, toi? Eh ben, et voilà. Moi, je l'aurais fait jouer, même mauvais. Que vous voulez que je vous dise? Et lui, non? Ah non. Non, lui, quand il est dans une équipe, il a 22 joueurs. Les 22, c'est les 22. Il n'y a pas ni Ronaldinho, ni le petit, ni le remplaçant. Ils sont tous pareils. Moi, j'aurais fait jouer Ronaldinho pour faire plaisir au Paris Saint-Germain, pour le revendre mieux. Les tensions entre Ronaldinho et Luis Fernandez désagrègent la saison du PSG, qui finira 11e du championnat. Les deux hommes quitteront le club à l'issue de la saison. Demeure le souvenir d'un immense gâchis. Les joueurs sont devenus tellement importants. Sans les mettre sur un piédestal, il faut qu'ils soient avec toi, les joueurs. Attention, tu ne vas pas te coucher devant eux. Mais si un entraîneur rentre, et j'ai connu ça, et dit, lors de son premier contact avec son vestiaire, en disant « Le patron, vous voyez le patron, c'est moi. C'est moi qui vais décider comment on va jouer. C'est moi qui vais décider comment on va faire. C'est moi qui vais décider. » Ok. Tout le monde va dire ouais. Personnalité, grande personnalité. Ok. Il va y avoir des problèmes. Hein. Il va y avoir des problèmes parce que les choix sont les mêmes. Tout le monde ne va pas jouer. Et là, quand il y aura un problème de turbulence, qu'il faudra gagner un match. Les joueurs, ils ne vont pas lui dire, mais ils vont le penser. Et ça, j'en suis sûr et certain de moi. Ils vont dire alors, qui c'est qui va décider aujourd'hui? Qui va décider si tu restes ou pas? Qui? C'est nous. On t'apprécie, alors on va faire le maximum. On t'apprécie moins, on va voir. On lance. On parle que de toi depuis tout à l'heure, franchement, ça se fait pas. Ah, même filmé, il s'échauffe n'importe comment. En short en plus, en short. Ouais, il te respecte pas, je te le dis. Quand on est joueur de foot à Chambly en Ligue 2, il vaut mieux avoir de la répartie et un sens aigu de l'autodérision. Oh la daube. Oh ça va les gars, oh, vous avez bouffé la pompe ou quoi là? Oh! Sinon, vous risquez de passer à côté d'un entraîneur qui dénote dans le monde professionnel, Bruno Luzzi. Les journalistes, ils vont comprendre pourquoi on ne sait pas jouer et qu'on n'arrive pas à faire plus de 3 passes. Allez, on voit, ça joue. Allez! Bah, je suis un peu comme, on va dire, un peu leur papa, quoi. Je le prends comme ça, c'est-à-dire que je suis proche d'eux. Je peux, voilà, être même un peu dans la blague parce que, voilà, la chambre, entre guillemets, ça fait partie du foot. C'est quoi, c'est le groupe technique ici ou non? En difficulté? En difficulté? On peut avancer, tu vois. En aisance technique. En aisance technique, d'accord. Eh, Jojo, repropose. Ah, c'est au bord du pénalty, monsieur Leroy. Il y a contact, tu plonges.
S'il vous plaît, les gars, là, insultez Shaq là, quand il obtient les pénaltys, mais il reste debout. Là. Avec Kylian. Là. Hein? C'est un truc de malade, quand même. Et en plus, t'oses demander. Tais-toi, malheureux, tais-toi. Contact, le ballon est passé, il n'y a plus qu'à, tu restes debout et tu pleures. Elle dit rien. Résultat? Nul. Nul, ça fait nul. Bon, je ne sais pas s'il faut vraiment décréter que ce groupe est techniquement en aisance. Bon, par contre, vous êtes un groupe sympa, c'est bien, ça se passe. Ah, c'est déjà pas mal. Ah, voilà, bonne ambiance, franchement, c'est bien, les gars. Chambly, petite commune de 10 000 habitants située à 40 km au nord de Paris, est une anomalie dans le paysage du football français. Il y a 31 ans, Bruno Luzzi crée le club avec son frère Fulvio, aujourd'hui président, et son père Walter. Comme joueur puis comme entraîneur depuis 2001, il a obtenu 12 montées. Aujourd'hui, l'UFC Chambly dispute sa 2e saison en Ligue 2, un parcours hors du commun et pas forcément reconnu à ses yeux. Moi, je suis personne. Je viens de nulle part. Après, voilà, je me suis fait. Moi, je sais que j'ai pris une équipe en départementale et qu'on est en Ligue 2. Je pourrais pas dire que je le dois rien. Je dois rien, je vois que les gens, la plupart, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent leur diplôme, c'est des ex-pros, tac, on les met direct en Ligue 2, Ligue 1. Ils ont une carrière, il n'y a pas de problème, mais par contre, en tant qu'entraîneur, ils n'ont ils n'ont rien encore montré. On leur met tout de suite un beau joujou dans les mains. Donc après, ça va peut-être pas plaire que je dise ça, mais par contre, c'est juste factuel, c'est la vérité. Après, ça marche ou pas. Moi, par contre, voilà, ce que j'ai fait, je le dois à personne. On m'a rien donné. Je l'ai créé, donc automatiquement, je pense qu'il y a peu d'entraîneurs en activité au plus haut niveau qui, pour l'instant, ont fait ça, donc je suis différent. Eux, 2 au poteau, une ligne de 5 en zone, et 2 qui gênent les courses au départ. Ok? D'habitude, on est à 5, mais exceptionnellement, on attaque à 6. Exceptionnellement. Aujourd'hui et plus jamais, d'accord? Pas demain. Il y a 10 ballons pour valider. Sinon, demain, on est à 4 derrière. Hein? Nous sommes en février dernier. Chambly prépare la réception de Nancy. Comme pour la plupart de ses rencontres à domicile, le club picard, dont le nouveau stade est en construction, recevra son adversaire à Beauvais, où l'équipe n'a plus gagné depuis 7 mois. Ok. Quand on ne gagne pas un match à domicile, on a la psychose. Non, même pas, mais automatiquement, à l'intérieur, tu dois te dire, merde, qu'est-ce qui se passe, quoi? T'as tendance à plus tellement y croire. Hein. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce stade, quoi? Ça fait fumer plus de clopes? Pas pendant le match, malheureusement, parce que je peux pas. Sinon, je m'en grillerais bien une de temps en temps. Ah ouais, t'en grillais davantage, ouais. Parce que si j'avais un boulot plus calme, tranquille, je fumerais un peu moins. Alors peut-être que je boirais, je sais pas. Je bois pas. Je bois pas, en revanche. Mais je suis dans la clope. Ah ouais, non, c'est stressant. Hein. C'est combien de cigarettes, Ça peut être à 2 paquets. Le rapport au stress, la gestion de la santé sont devenus des sujets importants pour certains entraîneurs et leur entourage. C'est un métier qui bouffe quand même physiquement. Hein. D'ailleurs, moi je ne fais pas encore de couleur de cheveux, mais il y a juste à regarder ceux qui commencent à être coach et puis comment ils blanchissent en 2 saisons, même pas 2 saisons, des fois à la fin de la première saison. C'est fou, quoi. Il y a du stress, bien sûr qu'il y a du stress. Ah ouais, il y a du stress. Mais tu retrouves ce que tu avais quand tu étais joueur. On sait le gérer, ça. On sait le gérer. Mais parfois, le stress, la fatigue, se transforme en surmenage. Pour Gérard Houllier, revenir à Liverpool, où il a entraîné de 1998 à 2004, c'est se souvenir de ses plus belles émotions. Mais c'est aussi ici qu'il a failli perdre la vie. Pour ce documentaire, il a accepté d'effectuer le voyage jusqu'au nord de l'Angleterre et de nous ouvrir les portes d'Anfield, l'un des stades les plus fascinants, mais aussi l'un des plus exigeants au monde. On se sent une responsabilité en tant qu'homme ici? On sent qu'on a une mission, c'est de divertir les gens, c'est-à-dire de leur donner du plaisir, du bonheur dans le jeu et dans la victoire. Mais la victoire ici, toute seule, ça ne veut rien dire. Il faut la victoire avec un certain style.
En 2001, les supporters des Reds se sont servis. Liverpool remporte 4 trophées, dont la Coupe d'Angleterre et la Coupe de l'UEFA. 8 ans après le traumatisme de France-Bulgarie, Gérard Houllier tient une revanche éclatante. Manager général, il s'occupe de tout, de l'équipe première jusqu'à la conception du nouveau centre d'entraînement. Il faut être costaud, déjà, premièrement. Sur le plan de la santé et sur le plan mental. Il faut être très costaud. Et ça j'avais ça. Maintenant, jusqu'à 54 ans, je pensais que j'étais indestructible. Je pouvais passer comme ça à travers les gouttes. Et puis, bon, j'étais rappelé à l'ordre. Grosse angoisse à Liverpool qui recevait Leeds. Gérard Houllier, victime d'un grave malaise cardiaque à la mi-temps du match. Opération à cœur ouvert durant 11 heures. Aujourd'hui, son état s'améliore. Eric Berg. Les dernières nouvelles fournies par le Broad Green Hospital sont rassurantes. L'entraîneur français des Reds de Liverpool se remet doucement d'une longue opération à cœur ouvert. Son malaise cardiaque survenu à la mi-temps du match Liverpool-Leeds occupe une large place dans la presse britannique aujourd'hui. Les journaux s'interrogent. Le stress subi par les entraîneurs peut-il être à l'origine de ce genre de problème? C'était à la mi-temps d'un match contre Leeds et je pensais que j'avais la grippe parce que je ressentais quelque chose sur la poitrine, mais je n'avais pas une douleur particulière. J'ai demandé au médecin de me donner une vitamine C pour voir la deuxième mi-temps, puis il n'a pas voulu, il a voulu prendre ma tension, et heureusement, parce qu'il m'a sauvé la vie. Il a dit on va à l'hôpital, et voilà, alors là la chance c'est que ce soit à la mi-temps, donc le fait que ce soit à la mi-temps, les rues étaient vides. Donc j'ai pu en ambulance arriver à l'hôpital. À l'hôpital, quelqu'un me reconnaît, heureusement, parce que je passe un peu avant tout le monde. Et puis là, j'ai eu la chance de tomber sur un chirurgien exceptionnel qui m'a sauvé la vie. Ouais. J'avais qu'une hâte, c'est revenir. Parce que le foot, c'est mon oxygène. Donc si je perds ça, je respire plus, quoi. Que je travaille pas beaucoup, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est quoi le travail d'ailleurs? Même quand je jouais au football, on disait, il a des facilités, tout ça. Mais j'ai beaucoup travaillé. Si je pouvais rentrer dans le terrain, savater quelqu'un là, ou mettre un but, je le ferais, bordel de merde. Vous y êtes! Vous y êtes sur le terrain. Vous êtes orgueilleux? Vous êtes fiers? Révoltez-vous. Après 5 mois de convalescence, Gérard Houllier effectue son retour à Anfield à l'occasion d'un match de Ligue des Champions face à l'AS Rome. Le souvenir le plus émouvant de sa carrière. Personne n'était au courant. J'ai simplement dit aux joueurs à 5 heures et quand j'ai fait la causerie, quoi. Et je suis revenu et l'accueil de Capello a été quelque chose de particulier. Et ensuite, le public, dès qu'il a su que j'étais dans le stade, ça s'est un petit peu propagé, transmis tout autour. Et c'était formidable. C'était vraiment un souvenir très émouvant. Ouais. A surprise homecoming for Gérard Houllier, 5 months after he left Anfield, en route to a hospital where rather more than his career was put at risk. Gérard Houllier at the night, beginning of a massive night for Liverpool, gives them a massive boost. J'avais qu'une hâte, c'est revenir. Parce que le foot, c'est mon oxygène. Donc si je perds ça, je respire plus, quoi. Non. Je suis peut-être revenu trop tôt. Je l'ai payé d'ailleurs après, parce que j'ai terminé plusieurs saisons sur les rotules, quoi. Vous sentiez la fatigue? Ouais, beaucoup plus. Quand vous vivez une opération de 11h30, forcément, après, c'est plus difficile. Pascal Duprat a lui aussi dû apprendre à vivre avec ses problèmes de santé. Il subit un premier infarctus à l'âge de 39 ans alors qu'il entraîne le FC Gaillard au niveau amateur. 15 ans plus tard, à Toulouse, il fait 2 nouveaux malaises cardiaques. Il finira par quitter son poste en janvier 2018, usé par les mauvais résultats qui s'accumulent et contraint de subir une nouvelle intervention chirurgicale au cœur. Mais selon lui, ses problèmes de santé ne sont pas incompatibles avec son métier, bien au contraire. Moi, je dis que si j'avais pas cette profession-là, avec mes soucis de santé, je serais peut-être déjà mort. C'est le fait d'être avec des jeunes, d'être actif, de manger sainement, pour ne pas être ventripotent face aux joueurs. Si mes soucis de santé étaient liés à mon métier, directement à mon métier,
Alors pour le coup, si j'étais en face de toi aujourd'hui, tu pourrais me traiter de fou, quoi. L'exigence physique et psychologique que requiert ce métier peut ainsi avoir des vertus positives et parfois même révéler des personnalités. Avant d'être entraîneur à Lyon numéro 1, je n'imaginais pas pouvoir me régénérer aussi vite, supporter autant de choses que j'ai supportées et repartir de l'avant. Ça m'a fait faire un travail sur moi-même très très important qui, je pense, me rend aujourd'hui beaucoup plus épanoui que ce que j'étais avant d'être entraîneur numéro 1. Ça va les gars? Ouais. Nous retrouvons Bruno Luzzi dans les vestiaires du stade Pierre-Brisson à Beauvais. Dans 2 heures, Chambly affronte Nancy. Pour le coach, là, c'est long avant le match? Ouais, bah même pour eux. Là, t'as qu'une envie, je te dis, c'est 20h, et puis on s'explique, quoi. On se fout sur la gueule, et puis voilà, quoi. C'est qu'on est moche. Je vous ai envoyé hier soir la déclaration d'un de leurs joueurs. Vous en pensez quoi? Il faut aller droit au but et aller chercher ce qui nous appartient, les 3 points. Bon, en fait, c'est une insulte. On est quand même chez nous. C'est chez nous. C'est dans l'Oise. D'accord? Et là, grosso modo, bah, j'ouvre la porte, je rentre dans ta baraque, je te pique les 3 points et je m'en vais au calme. Au calme. C'est ça. Si à un moment donné, on est compétiteur, qu'on est orgueilleux, qu'on a une vraie fierté, bon, ça, dans le terrain, je dois le voir. Ça, je dois le voir. C'est parti, bon match. Bien joué, c'est ça les petits gars, allez! Ah, c'est pas vrai de perdre ces ballons de merde, là, putain! Ça ne suffit pas. C'est pas mal. Mais pas mal, c'est pour les médiocres. Il y en a marre de ce scénario. On s'y habitue. Merde, on doit montrer autre chose. Il y en a marre. Je suis un mauvais perdant. Putain, je déteste la défaite, moi. Je la repousse. Je la hais. Si je pouvais rentrer dans le terrain, savater quelqu'un, là, ou mettre un but, je le ferais, bordel de merde. Vous y êtes. Vous y êtes sur le terrain. Oh, c'est bien beau, là, de faire votre petit train-train, là. C'est pas suffisant, bordel. Il faut plus que ça. Il faut plus que ça. L'adversaire, lui, il est tranchant à chaque fois. On mérite ce qui nous arrive. Faut arrêter, là, les chats noirs. Il n'y a pas de chat noir. C'est insuffisant. C'est tout. Et on se dirige tout droit vers un énième revers, si on ne fait pas plus. Et c'est mon rôle de vous le dire maintenant. Révoltez-vous, bordel. Vous êtes orgueilleux? Vous êtes fiers? Révoltez-vous. Je pense quand même qu'il faut tenter un coup tactique. Ah, tactique, il faut quand même les aider. Tu vas passer à droite et on va tenter Guy en 10, d'accord? On passe 4-2-3, d'accord? Je sors un défenseur, je mets un attaquant. Ah, c'est pas possible. Nous aussi on s'est tiré, bah oui. Allez, faites-leur la peau maintenant là. 4-2-3, on est en 4-2-3, on est en 4-2-3. Bien joué. Ouais, bien sûr. Eh oui, bien sûr qu'il y a péno.
l'a fait. Vous l'avez fait. D'accord? Vous l'avez fait. Bon, ça maintenant, il n'y a plus de syndrome, il n'y a plus, on ne peut pas le faire. C'est une sale équipe en face, c'est l'AS Nancy-Lorraine. Oh, vous l'avez fait. Ça y est, on sait ce qu'on peut faire. Bravo les gars. Deux semaines après ce succès, la crise sanitaire met fin au championnat. Pour sa première saison en Ligue 2, Chambly termine à la 10e place et Bruno Luzzi continue d'écrire une histoire hors norme. Pour Laurent Blanc, l'histoire est en suspens depuis 4 ans et demi. Nous sommes le 21 mai 2016 au Stade de France. Ce jour-là, Paris dispute son dernier match de la saison et remporte la Coupe de France face à Marseille. Malgré ce nouveau succès, l'ancien sélectionneur sait que son aventure au PSG touche sans doute à sa fin. Il sera licencié 1 mois plus tard. Il n'a plus entraîné depuis. Merci, au revoir. Ça fait 4 ans. Est-ce que ça te manque de plus en plus? Oui, mais la vérité, c'est que ça me manque depuis quelque temps. Mais ça n'a pas manqué tout le temps comme ça. Moi, j'ai fait mon break. Voilà. Et je me suis régalé, je le dis, je me suis régalé dans mon break. Maintenant, il faut passer à autre chose et il faut revenir sur le terrain. Ça sera le cas, je l'espère. Ou pas. Et si ce n'est pas le cas, ben, je vais pas me faire une maladie aussi. Hein. Je ne vais pas rester sur une chaise avec mon téléphone en disant il y a un club qui va m'appeler. Je n'ai pas le droit de faire ça. La vie est trop belle pour attendre un nouveau challenge. Depuis plusieurs années, à chaque nouveau mouvement dans un club d'envergure, son nom apparaît dans la shortlist des entraîneurs susceptibles d'être recrutés. Mais son image semble être devenue un obstacle à sa quête de rebond. Laurent Blanc possède l'un des plus beaux palmarès du football français depuis ses débuts à Bordeaux en 2007. Mais il ne serait pas suffisamment impliqué, jouerait trop au golf, aurait trop d'exigences, et ses réussites seraient d'abord celles de son adjoint, Jean-Louis Gasset. Est-ce que ça t'a blessé? De quoi? Il joue que je travaille pas beaucoup. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est quoi le travail d'ailleurs? Tes paramètres de travail, c'est quoi? Ça veut dire que le mec, il faut qu'il soit de 6h du matin jusqu'à 21h ou 22h. C'est quoi? Attention, je considère qu'il y en a d'autres qui travaillent beaucoup plus que moi. Je suis toujours parti de ce problème, même à l'école. Même quand je jouais au football, on disait il a des facilités, tout ça. Mais j'ai beaucoup travaillé. Il y a un an, alors qu'il semble favori pour rejoindre l'Olympique lyonnais, le club lui préfère finalement Rudy Garcia. L'ancien sélectionneur de l'équipe de France est-il une nouvelle fois victime de sa réputation? Irrité, Jean-Louis Gasset décide de prendre sa défense dans les colonnes du journal L'Équipe. Comme il est inattaquable sur sa carrière de joueur, on l'attaque sur autre chose. Il joue au golf comme le font des chirurgiens pour évacuer le stress inhérent à leur profession. Et on le montre aussitôt avec une casquette de golfeur en le traitant de feignant. S'arrêter à ça, c'est ignoble. On manque de respect à ce grand monsieur qu'est Laurent Blanc. Il n'avait pas à faire ça. Tu te rends compte jusqu'où on en arrive? Et lui, il a ressenti le besoin de dire ça. Toi, Parce que ça lui fait mal. Ouais. Mais moi aussi, ça me fait mal. Mais le problème, c'est que à un moment donné, c'est les journalistes ou les médias qui affirment certaines choses. Et alors, ça veut dire que chaque fois que tu n'es pas d'accord avec un média, il faudrait que tu prennes la parole. On joue un jeu. Je ne joue pas un jeu avec les médias. Je ne veux pas jouer de jeu avec qui que ce soit. Mais ça te fait mal, quand même. C'est pas la vérité, donc ça me fait mal, ouais. Pour Paul Le Guen, la situation est différente. Après avoir touché au plus haut niveau, il n'a plus désormais les mêmes courtisans. Une situation qu'il a acceptée.
J'ai fait des choix à des moments qui me sortaient un peu des listes aussi. Et aujourd'hui, j'ai plus l'étiquette de l'entraîneur de Ligue 1, c'est clair. Je l'ai intégré, mais je l'ai un petit peu enlevé moi-même aussi, l'étiquette. Et alors pourquoi? Pour se protéger? Pourquoi? Peut-être un petit peu. Et après, il n'y a pas que ça. Hein. Il y a aussi... mais ça me va bien. Pour Pascal Duprat, retourner en Ligue 2 ne faisait pas partie de son plan de carrière. Mais entre l'ambition initiale et la réalité du marché, il a fallu se faire une raison. Presque par orgueil, je l'ai dit, j'hésitais à venir entraîner en Ligue 2. Puis je m'aperçois que c'est sympa. La problématique est exactement la même, il faut gagner des matchs, et il faut que j'en gagne plus pour faire en sorte que le Stade Malherbe remplisse son stade et que les gens soient heureux. Mais un jour, tout s'arrête. Si quelques privilégiés choisissent la fin de leur carrière, la plupart la subissent et beaucoup la redoutent. Malgré le stress et une vie familiale bousculée, malgré les critiques et les conflits, les entraîneurs aiment leur métier profondément, intensément. Pour les bonnes raisons et les moins bonnes, pour les émotions, la fièvre et le partage, pour l'orgueil, l'argent ou la gloire. Malheureux! Vivre sans, c'est rarement vivre mieux. La vie, elle est malgré tout belle, hein, mais elle est plus intense en tout cas quand tu es entraîneur. Et je redoute le moment où je vais devoir arrêter. Tout ce que j'espère, c'est d'arrêter suffisamment tôt avant d'être complètement sénile. Ça m'embêterait de faire l'année de trop. Qu'on ait 40 ans, 50 ans, 60 ans ou 70, même 80 ans, on a du mal à ne plus entraîner. C'est quelque chose de très difficile à surmonter, qui est même impossible à surmonter. C'est difficile de s'en passer de ce métier? C'est très dur. Je l'aime trop. Je suis trop attaché. Tu sais, ce qui me manque, c'est ce quotidien d'être le matin et de rester une journée dans un centre d'entraînement. C'est de regarder et d'observer. Et tu les prends un par un. Et tu as envie de passer du temps avec eux. Tu as envie de discuter avec eux. Tu as envie d'échanger avec eux. Tu as envie de leur donner de la force. L'odeur de la pelouse, ça me manque. Être sur le terrain, construire quelque chose. Mais l'odeur de l'herbe, c'est fabuleux. C'est parfois du plaisir, c'est parfois de la souffrance, c'est parfois de la tension. Mais au final, ça reste un bonheur. Ça vous manque? Ça me manquera toute ma vie. Le reste de ma vie, oui, bien sûr. Mais c'est comme ça. Restez bien avec nous, on se retrouve juste après la publicité avec Didier Deschamps pour parler avec lui de ce métier d'entraîneur. Allez, sois bon. C'est ça. Bonjour Didier. Bonjour. Lorsque nous sommes allés à la rencontre des entraîneurs qui interviennent un peu dans ce documentaire, on leur a tous posé un peu la même question, c'est quel est le plaisir que vous prenez dans ce métier? Je voudrais juste vous poser la même question. Quel est le plaisir que vous prenez malgré le stress, malgré les galères parfois? Bien en mots, c'est la passion. C'est un métier de passionné. Il est passionnant, mais comme toutes les passions, elles sont dévorantes. Mais la spécificité du sport et du football, bien évidemment, c'est le côté émotionnel. C'est irrationnel, c'est pas une science exacte, et c'est ce qui rend voilà, ce sport, ce métier passionnant, attrayant, et forcément, ça prend beaucoup d'énergie. Justement, on peut avoir un impact très fort sur la vie d'un homme parfois. Est-ce que ça, on y pense quand on prend une décision forte? Oui, bien sûr. Et des fois, ça se joue à tellement peu de choses et ça peut avoir une influence sur la carrière d'un joueur, bien évidemment. Là, on ne joue pas avec ça. Ça vous est déjà arrivé de mal dormir avant d'annoncer une décision? Oui, enfin, ou de prendre une décision. Parce que ça cogite. Ça m'arrive, mais la nuit, moi, qui précède une grande décision, elle est importante pour moi. Je ne passe pas toute la nuit parce que je suis quelqu'un qui
qui a besoin de beaucoup de sommeil et j'aime bien dormir, mais ce qui pourrait ne pas être forcément très clair le soir ou en m'endormant, le lendemain matin au réveil, c'est une évidence. Donc là, je sais et je prends la décision. On évoque bien sûr dans ce documentaire la gestion des joueurs. À vos tout débuts à Monaco, vous avez connu quelques problèmes avec des grands anciens comme Marco Simone ou Christian Panucci. Est-ce qu'avec le recul, vous agiriez autrement aujourd'hui pour gérer ces problèmes-là? Je pense pas. Je pense pas parce que après l'entraîneur est là pour faire un constat. À partir du moment où il y a un danger relatif, je vais pas parler mais où l'équilibre d'une équipe et d'un groupe est tellement fragile, il suffit de très très peu de choses. À partir du moment où il y a des joueurs qui mettent en péril cet équilibre-là, il n'y a pas d'autre solution. Et ça va très vite sur un groupe de 25 joueurs, vous en avez un, vous êtes en difficulté. 2, c'est fini. Vous pouvez fermer une boutique, vous n'y arriverez pas. Et quand on est entraîneur de club, alors dans ce cas-là, comment on fait? C'est un combat. Parce qu'ils sont là, ils sont là. C'est une lutte, oui. C'est l'avantage que j'ai en étant sélectionneur. Parce que je peux sélectionner ou je ne sélectionne pas. Quand on est un club, on ne veut pas forcément des joueurs. Ça m'est arrivé aussi, pas vous citer de nom, mais que les joueurs ont une relation privilégiée avec leur président, très privilégiée, qui peuvent être amenés à prolonger leur contrat alors que l'entraîneur, mais ça arrive à beaucoup de mes collègues aussi. C'est plus facile d'être sélectionneur que d'être entraîneur de club? C'est différent. C'est pas le même métier. Je suis pas dans le quotidien. Moi, c'est dans des périodes denses. Par contre, je les ai H24. Ce que les entraîneurs en club n'ont pas. Ou sur une mise au vert, sur un jour, 2 jours. Là, nous, quand on part en grande compétition, on passe plusieurs semaines ensemble. Et H24. Mais à côté de ça, oui, j'ai la liberté de choisir, la liberté totale. Laurent Blanc dit dans le documentaire, quand un joueur te manque de respect, c'est fini. Il parlait du cas Serge Aurier au PSG, qu'il avait insulté sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Oui. La notion de respect et d'autorité, si elle est remise en doute, parce qu'après, au sein du groupe, c'est très difficile. Si on n'a pas cette autorité-là, et la moindre des choses, oui. Alors, ce qui n'empêche pas qu'il peut avoir une parole mal placée, une attitude, ça peut arriver une fois. Déjà la deuxième fois. Première fois, c'est une erreur. La deuxième fois, ça devient une faute. Donc là, ça devient plus problématique. Il y a un autre thème qu'on aborde évidemment, c'est la relation aux médias. Est-ce que c'est capital aujourd'hui pour un entraîneur? Ça prend beaucoup de place. Capital, je sais pas. Capital, c'est de gagner les matchs. Mais parfois l'externe rejaillit vers l'interne. Plus ou moins, oui. Mais ça prend une place très importante. Parce que les médias sont de plus en plus nombreux. Il y a de plus en plus de débats, de talk-shows, de tout ce qu'on veut. Vous aimez ça? Vous les aimez Non, je sais que c'est là. Sur moi, sincèrement, ça n'a aucune influence. Mais je sais très bien que pour les joueurs, ça peut en avoir. Et pour le groupe, c'est pour ça que c'est important en interne d'avoir un discours clair. Mais je sais très bien aussi aujourd'hui, et depuis un petit moment, que ce que je dis à mes joueurs en interne, dans le quart d'heure qui suit, à l'extérieur, ils sont au courant. Donc, mais ça ne m'empêche pas et je ne perds pas d'énergie. C'est dans la relation de confiance avec les joueurs, quand on sait qu'un quart d'heure après, tout sort, il n'y a pas de problème. Ça ne pose pas de souci? Pas de problème. Non. Mais ça ne sort pas de manière négative. Ça peut être une discussion, parce que c'est pas forcément en direct aussi, avec l'entourage qu'il y a autour des joueurs, entre la famille, l'agent, le conseiller de ceci, cela, le joueur, qui peut avoir une discussion juste derrière. Après, ça va. Pour bien gérer les médias, il faut savoir bien mentir, être sympa avec tout le monde. Oh non, ça c'est un raccourci. Non, c'est pas une question. Moi, je mens pas. Je préfère me taire quand... Je pense pas mentir ou que j'ai eu à mentir une fois. Raymond Domenech dit, je le dis aux autres, qu'est-ce qu'il dit, Raymond ? Je suis le mauvais exemple, on ne peut pas entraîner au haut niveau en étant en guerre avec les médias, c'est impossible. Ça c'est clair. Voilà, ça c'est vraiment impossible. Ah, mais ça c'est une guerre qu'il ne faut pas faire. Moi je l'ai faite. Je l'ai faite quand j'étais joueur. À l'Euro 2000. Ouais, je l'ai payé même après dans ma carrière d'entraîneur et de sélectionneur, parce que certaines personnes sont toujours là. Et ça laisse des traces, forcément. Ça laisse des traces.
Mais aujourd'hui, je pose cette question parce que vous êtes plutôt connu aujourd'hui pour être sympa avec tout le monde, globalement. Alors c'est peut-être le rôle du sélectionneur aussi. Je sais pas. Mais il vaut mieux gagner les matchs quand même. Oui, oui. Mais est-ce que ça, il y a une forme de calcul aussi pour que tout soit apaisé autour de soi? Je calcule pas. J'ai toujours pensé la même chose. Évidemment qu'à mes débuts, il y a un mot qui revient, être parano. Je l'étais certainement beaucoup plus. Aujourd'hui, je suis d'une tranquillité parce que je prends un recul total sur tout ce qui peut se passer à l'extérieur. Vous n'êtes plus parano? Ah non, non, vraiment plus du tout. C'est le mal des entraîneurs, ça, souvent. Oui, oui, mais bon, quand on est entraîneur, vous êtes entraîneur en club, vous êtes dans le tambourin d'une machine à laver et c'est H24. Hein. Et vous, avant d'arriver à l'entraînement, vous avez des problèmes et quand vous repartez, vous y êtes, vous en avez encore plus. Alors forcément, ça a un impact après sur votre vie de famille, les gens qui sont avec vous. Vous, en tant qu'entraîneur ou sélectionneur, vous êtes prêt, vous avez la carapace, ça peut venir de partout, il faut être prêt à ça. Ceux qui vivent autour de vous, les gens les plus proches, ça peut être violent, ça peut être même très violent. Alors justement, dans le documentaire, il y a quelques témoignages assez forts sur ce domaine, notamment des épouses ou des compagnes de certains entraîneurs. Des enfants. Ou des enfants. Voilà. Vous avez été confronté à ça, vous, vraiment? Oui, oui. Ouais, et comment vous les gérez? Je gère du mieux possible, mais c'est une sensibilité, et c'est toujours... c'est très violent, ça peut être très violent. Votre fils, quand vous étiez à l'OM, par exemple, il en a bavé? Pas bavé, parce qu'il a toujours pris suffisamment de recul. Ça a été peut-être même plus violent par moment par rapport à l'équipe de France. Ah bon? Ouais. Bon, je ne veux pas revenir sur les... Même si vous êtes toujours friand des cas particuliers. Par rapport à Karim Benzema, notamment, cette période-là. Non, c'est plus large que ça, quoi. Donc, voilà, après, parce que... mais les jeunes, ils sont quoi? Ils sont ultra connectés. Moi, je suis déconnecté. Mais quand vous êtes ultra connecté, voilà, vous êtes exposé aussi. Même si on fait en sorte, j'ai fait en sorte de le protéger au maximum. Maintenant, c'est pas l'exclure de la sphère de sa génération non plus. Mais oui, ça c'est dur. C'est plus dur. On lui dit quoi dans ces cas-là? On lui dit essaye de relativiser. Mais ça peut monter dans les tours. Après, tout dépend du caractère aussi. Mais ça impacte la vie familiale, oui, forcément. Raymond Domenech qui raconte que son fils il s'est battu un jour avec des supporters après une élimination à l'Euro 2008. Bon, ça pour le coup, ça a été aussi violent que ça? Non, mais ça a pu déclencher des colères chez lui, pas en arriver à des actes, mais ça peut, je peux le comprendre aussi, certaines situations, mais voilà, on peut être maître de ses nerfs et de ses faits et gestes, même la parole des fois. Aujourd'hui, vous êtes dehors, le moindre truc que vous pouvez dire, et ça m'est arrivé, moi j'y suis confronté. Où on peut, parce que je suis dans une vie sociale normale, et puis on peut vous titiller un petit peu, et puis derrière il y a le collègue qui est en train de filmer. De tout, c'est de le savoir. Moi je suis préparé à ça, donc j'ai toujours une attitude identique, égale, je réponds pas et je souris. Voilà. Pour finir sur ce thème, quand on a un membre de sa famille qu'on voit souffrir, en plus son enfant, est-ce qu'on culpabilise? Oui, il peut y avoir une forme de culpabilité où on se sent responsable. Parce que c'est à travers ce qu'on a choisi d'être ou de faire que les autres personnes en souffrent. Bien évidemment. Bon, à côté de ça, quand on a le bonheur de connaître des joies intenses, c'est de pouvoir les partager aussi. Vous dites souvent que vous ne regardez plus la presse, les émissions et tout ça. Dans le milieu, on dit en revanche que votre épouse épluche tout et qu'elle vous fait des comptes rendus. Beaucoup moins, non. Bon, après, elle est plus connectée que moi, donc il y a toujours le buzz, quoi. Donc ça ressort. Donc voilà, après, je sais que ça y est, mais ça ne m'intéresse pas. Est-ce que le moment charnière dans votre carrière, c'est l'Olympique de Marseille? Est-ce que c'est à ce moment-là, après, que vous vous êtes dit, bon, attendez, tout ça, c'est... Moi, il faut que je me protège de ça? Non, je ne suis pas à ce moment-là, non, c'est arrivé après.
Vous voulez savoir quand? Bah oui, non mais... Des accidents, il n'y en a pas beaucoup. Oh non, des accidents, il y en a beaucoup, oui, partout. Mais souvent, non, ça c'est a- avant l'Euro. Souvent, ça a Avant tourné. l'Euro. Avant l'Euro. Donc c'est lié notamment aux C'est histoires aux de discussions. racisme. Ça a dépassé la ligne blanche. À un moment, on peut parler de tout, mais après, avec les conséquences que ça peut avoir dans sa propre vie privée, il y a des choses. Ok, je fais preuve de beaucoup de tolérance et d'empathie, mais à un moment, la ligne blanche, elle est là pour tout le monde, quoi. Quand on passe de l'autre côté, et là, non, là, c'est plus possible. Donc ça fait pas si longtemps que ça que Quatre vous ans. arrivez à être hermétique. 4 ans, c'est pas mal. Bruno Genesio, pour finir vraiment cette fois sur ce thème, Ouais. il raconte que certains membres de sa famille Ouais. lui ont demandé d'arrêter. Est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé? Non, non. Peut-être ils le pensaient, ils me l'ont pas dit, parce qu'ils savent que c'est pas possible. c'est ma passion. Si, mes parents, oui. Ils me disent, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ce que tu... Mais qu'est-ce que tu vas... Qu'est-ce que tu as besoin de ça? Tu peux pas être tranquille et profiter de la vie? Ouais, ben profiter de la vie, ça fait partie de ma vie, parce que j'ai besoin de ça. J'ai besoin... Je sais que ma tête et mon corps, quand j'ai basculé après ma première vie, en étant joueur... que ma tête et mon corps avaient besoin de cette adrénaline-là. Sur le thème brièvement de la santé, quand vous faisiez, je sais pas, 15 ou 20 kilos de plus à l'Olympique de Marseille... 25. 25 kilos de plus, oui, quand même. Est-ce qu'à ce moment-là, ça a été un déclic pour vous, même sur la santé? Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit, vous vous êtes fait peur aussi Certainement, oui, je me suis mis en danger, oui. Oui, oui. Ben, parce que ça a une influence déjà sur l'état physique, parce que vous dormez moins bien, vous récupérez moins bien, vous avez pas de temps, vous mangez plus, voilà. Après, je me suis repris en main parce que j'ai décidé aussi. Après, c'est une question de volonté. Et puis, oui, je suis beaucoup mieux maintenant, oui, forcément. Mais quand on y est, c'est le tambourin. Hein. Vous l'arrêtez pas, la machine à laver, là. Même quand ça se passe bien, il n'y a pas un entraîneur qui peut finir une saison sportive sans être carbo. Il faut avoir cette capacité à pouvoir se régénérer. Et le plus vite possible. C'est difficile d'être à la maison, quand on est entraîneur de club notamment, c'est difficile d'être à la maison et d'être vraiment à la maison? On y est, physiquement. Le corps est là. Bon, mon fils, ça m'est arrivé qu'il me le dise. Il me dit, papa, t'es là, mais t'es pas avec nous. J'étais là, mais on est avec les questions, les décisions à prendre et tout ça. Voilà, on est là, mais sans être totalement là. Dernière question. On a parlé du rôle de sélectionneur, du rôle d'entraîneur. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez envisager d'entraîner à nouveau en club? On la pose toujours, cette question. Oui, mais on a parlé Si de la je dis oui, lessiveuse. ça y est, ça va faire demain. Alors, il y a un contrat qui court en équipe de France. Ben voilà, déjà, tout est possible. Non, mais par rapport au stress du quotidien, la lessiveuse dont vous parlez. Stress, je sais pas, stress. Un peu, ça peut mener, mais c'est plus de l'adrénaline. C'est différent, c'est un autre métier. Mais j'y étais, et quand j'y étais, quand vous y êtes, vous y êtes. Aujourd'hui, c'est plus difficile parce que ça fait 8 ans et j'ai un rythme de vie, j'ai une vie. Quand on est entraîneur, la vie en dehors, elle est très réduite. En tant que sélectionneur, on a une vie, à condition de gagner les matchs. Et beaucoup de matchs. Mais c'est pas du tout Mais j'y étais, d'y retourner, mais aujourd'hui, je me pose pas la question puisque j'ai pas à me la poser. Si j'ai à être confronté à ça, j'y réfléchirai. C'est une possibilité. Mais on se dit peut-être à tort que on vous verra plus jamais en club. On me verra plus en club. On se dit, c'est peut-être à tort, mais parce que on se à dit. tort ou à raison. Je le sais pas. Vraiment. Comment vous, les autres peuvent. Non, sincèrement. Je suis pas. Et je me pose pas la question. Mais voilà, je sais qu'il y a une autre vie de toute façon. Et qu'elle sera forcément peut-être différente, mais elle sera forcément très bien aussi. Bon, merci beaucoup en tout cas. Avec grand plaisir.